Bonjour, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Je m'appelle Jonathan Michaud, je travaille chez Restlet, et pendant ce talk, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai essayé de faire une API de détection de trolls. Donc il y a quelques mois, je suis tombé sur une interview de Steve Hoffman, c'est le CEO de Reddit. Ça parlait du fait qu'il s'était fait troller par des membres de son propre réseau social, Reddit. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a banni des membres de Reddit qui se comportaient un peu n'importe comment, sans rentrer dans les détails. Et après avoir banni les membres, beaucoup de gens de Reddit se sont un peu révoltés, se sont énervés, et ils ont commencé à troller du coup le CEO de Reddit. Donc c'est allé assez loin. Et malgré le fait que c'est quand même un CEO aguerri avec une peau épaisse, etc., il a quand même craqué. Donc il a dit en fait qu'il voulait se venger contre ces personnes qu'il trollait sur son propre réseau. Donc il s'est dit en plus ça fait longtemps que j'ai pas écrit du code, donc il a décidé de faire un petit algo qui prenait toutes les références à lui-même sur Reddit et les remplaçait par les noms des gens qu'il trollait, pour que les gens se trollent eux-mêmes quoi. Bon, ça arrive pas souvent chez Reddit, mais voilà, il a craqué, il a fait ça. Et quand les gens ont compris que c'était lui qui avait fait ça et que ça avait eu lieu, il y a eu un gros backlash. Toute la communauté Reddit était assez révoltée, ils ont perdu confiance en la boîte, etc. Donc c'était un scandale. Steve a dû s'excuser publiquement à plusieurs reprises, à ses utilisateurs, à ses collègues, aux membres du board, etc. Donc c'était vraiment un gros scandale, quoi. Et tout ça, ça s'est passé il y a quelques mois, j'ai trouvé ça vraiment intriguant. Et pas longtemps après, j'ai écouté une interview avec Ashton Kutcher. Donc il se trouve que M. Kutcher est passionné de technologie et il investit beaucoup dans les startups. Et dans cette interview, il a parlé d'un investissement dans une boîte qui s'appelle Secret. C'est un réseau social qui permet d'échanger des messages de manière complètement anonyme. Et en fait, le fondateur de Secret lui-même a mis fin à l'activité de la startup au bout d'à peu près un an. Et la raison, c'est que l'anonymat faisait ressortir quelque chose d'assez mauvais chez les gens. Et en fait, finalement, ce qui se passait sur son réseau social Secret correspondait pas du tout à la vision initiale qu'il avait de sa boîte. Donc il a décidé de fermer. Pourtant, il manquait pas d'argent, ils ont rendu tout l'argent qui leur restait aux investisseurs, dont Ashton Kutcher, justement. Donc en se basant sur cette expérience-là, Ashton Kutcher a conclu que les réseaux sociaux comme Secret ne seraient pas viables tant que la technologie ne pouvait pas gérer le problème des trolls à l'échelle du web. Bon, ce problème existe aussi dans les réseaux sociaux un peu plus normaux, on va dire. Donc, par exemple, le fait d'avoir un compte Twitter, Instagram, YouTube ou Medium donne un moyen à n'importe qui sur le web de communiquer vers nous, de nous contacter. Et les messages qu'on nous envoie sont souvent publics. Et donc ça change beaucoup de quand on avait juste un numéro de téléphone et une adresse. C'est des moyens de communication qui sont beaucoup plus puissants et larges. D'autre part, n'importe qui peut aussi se créer un compte un peu fake sur ces réseaux sociaux, anonyme, enfin voilà, un faux compte avec une fausse identité. Et donc il peut, s'il a envie, aller troller les gens de manière un peu anonyme sans avoir peur des répercussions que ça peut avoir. Donc c'est quoi exactement un troll en deux mots? Ici on va se baser sur la définition suivante qui est assez large, c'est une personne qui vise à créer des polémiques. Typiquement c'est quelqu'un qui va intentionnellement chercher à provoquer des réactions chez les gens qui sont souvent pas trop en rapport avec le sujet d'origine de l'article, du post, etc. Voilà, une définition simple d'un troll. Donc justement c'est impressionnant des fois de voir les réactions que ça peut provoquer. Donc là on est sur la chaîne YouTube, bon c'est un peu illisible mais c'est pas grave, d'un YouTuber que j'aime bien qui fait des super vidéos sur la musique. Et en fait là quelqu'un se met à le troller dans le premier commentaire et en fait il tombe dedans, il répond, ça continue, ça dégénère et en fait donc le troll tape là où ça fait mal et le mec peut pas s'empêcher de répondre en fait. Et donc ça devient une discussion immense avec plein de personnes qui participent mais ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'origine en fait. Donc voilà, l'auteur lui-même s'enfonce de plus en plus, et quand on lit une discussion comme ça, on en sort, on se dit mais qu'est-ce que je viens de faire? Enfin, c'est pas très constructif, quoi. D'ailleurs, il y a un groupe d'intellectuels assez connus qui ont étudié ce phénomène un peu de la manière dont ça peut exploser une discussion comme ça. C'est les créateurs de South Park. Ils sont très malins. Dans la saison 20, donc la dernière saison de South Park, ça tourne beaucoup autour des trolls en fait. Et à un moment, il y a un chercheur de la NASA qui vient nous expliquer l'axiome de Trevor, selon lequel une personne peut provoquer une réaction massive sur Internet. Donc voilà, ça montre un peu l'échelle à laquelle ça peut exploser. On constate aussi souvent que plus une discussion sur Internet dure longtemps, plus elle a tendance à dégénérer tout court. Et il existe aussi une loi pour décrire ce phénomène-là. Ça s'appelle la loi de Godwin.
Donc c'est l'avocat Mike Godwin qui est connu pour avoir lancé cette idée. Il dit que plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Bon, et cette loi existe vraiment, elle est même rentrée dans certains dictionnaires de la langue anglaise. Donc question, pourquoi est-ce que Ashton Kutcher pense que les réseaux sociaux qui supportent l'anonymat ne seront pas viables tant qu'on n'a pas des bots intelligents anti-troll? Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Quelles sont les limites auxquelles on fait face aujourd'hui qui font que ce n'est pas viable? La plus grande réponse que je peux apporter aujourd'hui, c'est que la modération des réseaux sociaux par l'humain ne scale pas, elle ne passe pas à l'échelle. C'est un problème compliqué qui coûte trop d'argent. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux recrutent des modérateurs. Il y a très peu de réseaux sociaux, je pense, qui n'en ont pas, qui vont parcourir les forums, les blogs, etc., et qui vont modérer ces forums, qui vont émettre des avertissements, supprimer des messages, bannir des utilisateurs, des choses comme ça. Il y a même certains sites où les modérateurs doivent approuver un contenu ou un commentaire avant qu'il soit publié. Donc là, on voit encore plus la limite que ça peut avoir. Donc voilà, il y a aussi des mécanismes qui permettent aux gens de signaler un mauvais comportement. Par exemple, moi-même, je peux aller sur YouTube et dire ce commentaire-là, c'est un troll, par exemple. Mais bon, cela dit, le volume reste trop important, il y a trop de commentaires. Et en plus, souvent, les dégâts sont déjà faits le temps qu'une action corrective soit prise. Donc ça peut paraître difficile d'appréhender l'échelle réelle de ce problème. Et justement, je suis tombé sur quelque chose qui essaye d'illustrer un peu cette dimension. Donc c'est le New York Times qui a publié un test. Dans le test, on nous montre le titre et le résumé d'un article de journal. Et après, on nous montre un commentaire qui a été émis sur cet article et on nous demande de le modérer à la place du journal. Donc à la place du journal, est-ce qu'on accepterait ce message ou est-ce qu'on le rejetterait? Et donc, on fait ça 5 fois. Après, on nous donne un score, en fait. Donc là, il se trouve que moi, j'ai modéré 4 sur 5 commentaires de la bonne façon, dont je m'étais un petit peu entraîné, on va dire. Je l'ai fait en 42 secondes. Encore une fois, ce n'était pas la première fois, donc c'est un peu plus vite. Et donc, ils me disent que modérer les 11 000 commentaires qui sont postés tous les jours sur le New York Times, ça m'aurait pris 25 heures, enfin plus de 25 heures. Donc c'est assez long. Imaginons que j'ai mis 2 minutes à faire cette tâche, ça explose très rapidement. Il faut ajouter à ça le fait que le New York Times autorise les commentaires sur environ 10% des articles uniquement. Et la raison, c'est que justement, ils n'ont pas les ressources pour modérer tous ces commentaires. Donc ils aimeraient bien augmenter ce chiffre, activer les commentaires sur plus d'articles. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'informatique pour combattre les trolls? Moi, je me suis intéressé à 2 questions principales. La première, c'est est-ce qu'une machine peut aider à identifier un troll de manière automatique? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on déploierait une solution comme ça pour que n'importe quel développeur puisse venir se brancher dessus et l'utiliser. Parce que si elle reste dans son coin, c'est pas très fun, quoi. Donc on va commencer par la première question. Et pour y répondre, j'ai envie de regarder du côté de l'apprentissage automatique, donc le machine learning. Il existe plusieurs catégories d'apprentissage automatique. Différents types peuvent être appliqués pour adresser ce problème-là dont je parle. Mais je vais me focaliser sur l'apprentissage supervisé dans ce talk. Donc le principe en général reste le même, on va essayer d'apprendre à une machine à résoudre un problème par elle-même plutôt que de coder une solution explicite. Et l'avantage, c'est qu'on peut résoudre une nouvelle classe de problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant. Donc pour faire de l'apprentissage supervisé, on a besoin de données en entrée, on appelle ça des datasets. J'ai donc réfléchi, ok, maintenant que je veux attaquer cette tâche, j'ai besoin d'un dataset. Initialement, je m'étais beaucoup focalisé sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je passe beaucoup de temps sur YouTube, je regarde beaucoup les commentaires sur YouTube, et il y a quand même beaucoup de trolls qui se passent dessus. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je me suis dit je vais écrire un petit crawler pour aller choper des commentaires sur YouTube. Et j'ai vite identifié un problème avec ça, c'est que c'est assez facile de faire un crawler pour aller choper des commentaires sur YouTube, mais YouTube ne fournit pas l'information comme quoi un utilisateur est un troll ou comme quoi un message a été signalé ou quelque chose. Donc moi, j'avais pas juste besoin de commentaires, il fallait aussi des commentaires qui étaient tagués troll ou pas troll. Donc je m'explique. Ça, c'est un exemple plus précis un peu du type de dataset que je cherchais. Donc là, on est encore sur la chaîne YouTube du mec qui fait des super vidéos sur la musique. À gauche, on a un utilisateur qui laisse un commentaire. Il s'amuse à critiquer l'apparence du YouTuber. Il dit « j'aime pas ta barbe, soit rase-la complètement, soit laisse vraiment pousser ta moustache ». Donc c'est un troll plutôt gentil, mais on va quand même dire ok, ça je vais l'étiqueter comme étant un troll, je vais le taguer comme étant un troll.
À droite, on a un utilisateur qui remercie le YouTuber en disant « Bro, mec, ta chaîne est tellement géniale, j'arrive pas à croire que tu as si peu de vues, donc lui, on va le classifier comme gentil ». En fait, moi, ce que je veux, c'est d'obtenir énormément de données de ce genre qui sont taguées comme ça, en fait, pour pouvoir ensuite montrer ça à la machine. Donc voilà, ensuite, le but, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, je peux donner une nouvelle donnée à la machine, donc un nouveau message. Donc là, le mec, il dit voilà, ta vidéo, c'est un gros tas de conneries, en gros. Et on passe ce nouveau message à la machine qui doit le classifier d'après ce qu'elle a vu avant pour dire est-ce que c'est un troll ou pas. Donc voilà, moi je veux un jeu de données classifié de cette manière-là, et plus j'en ai, mieux c'est, parce que plus on a de données, plus on a des chances d'avoir un machine learning précis. Donc j'ai cherché. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc je suis tombé sur des travaux en fait, qui étaient très proches de ce que j'avais fait, des gens qui avaient réussi à avoir des datasets intéressants, donc j'aimerais vous en montrer deux pour vous donner une idée de ce qui peut se faire. Donc, notamment, je suis tombé sur un mec qui s'est penché sur le sujet des trolls dans le jeu League of Legends, qui s'appelle LoL souvent. C'est un jeu multijoueur qui est très répandu aujourd'hui, dans lequel deux équipes se battent dans une arène. Et en fait, il est réputé pour être un jeu dans lequel les gens se trollent énormément. Donc Riot Games, les créateurs du jeu, eux-mêmes ont essayé de prendre des mesures pour essayer d'adresser ce problème. Donc un des trucs qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un tribunal. C'est-à-dire une sorte de... Enfin, en gros, si un troll se fait signaler par plusieurs autres joueurs, il y a un jury composé d'autres joueurs qui va regarder tout l'historique du joueur, tous ses commentaires, les parties qu'il a faites, etc. et va décider d'une punition à lui donner. Donc soit le bannir ou temporairement ou un truc comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres de ce jury sont payés. Donc ça coûte de l'argent à Riot de faire cette tâche. Les gens ne le font pas de manière bénévole. Et donc il y a un chercheur de l'université de Floride qui a écrit un crawler pour extraire les données des API de LoL. Et donc pour chaque joueur, il a eu les infos comme voilà, ses stats en termes de jeu, les messages qu'il a envoyés aux autres joueurs, les reports, donc est-ce que les gens se sont plaints, l'ont signalé, et aussi est-ce qu'ils ont été bannis ou pas. Donc c'est hyper intéressant comme dataset. On voit qu'il y a, voilà, c'est étiqueté, il y a les tags, on sait si un utilisateur a été banni, on sait que c'est un troll. Bon, pour l'instant, à ce que je sache, ce dataset-là n'a pas été rendu public, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Un autre petit exemple rapidement. Ça, c'est un dataset, c'est des chercheurs de Stanford qui l'ont récupéré, donc ça vient de Disqus. C'est une plateforme de commentaires qui est utilisée sur beaucoup de sites d'infos, enfin plein de sites. Je pense que vous reconnaîtrez peut-être un peu le format des commentaires là. Donc l'équipe de Stanford a eu droit à 1 an de commentaires d'un certain nombre de sites d'infos, dont CNN. Et en plus, ils ont eu la liste des utilisateurs qui ont été bannis des sites durant la même période. Donc là, encore une fois, un jeu de données de commentaires tagué, troll ou pas troll, en gros. Donc voilà, celui-là, il n'est pas public non plus, mais ça permet de se donner une idée de type de jeu de données qu'on peut espérer trouver. Donc enfin, j'ai trouvé quelque chose que je pouvais utiliser, heureusement. Donc celui que j'ai trouvé, ça correspond en fait aux commentaires de talk de Wikipédia qui ont été faits. Donc Wikipédia Talk, c'est la partie cachée derrière chaque article sur Wikipédia. Donc c'est un endroit où n'importe qui peut venir discuter d'un article, proposer des modifications, critiquer ou construire par-dessus une proposition de quelqu'un d'autre. Donc c'est un espace très intéressant pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que déjà, ça peut être assez polémique, en fait, les sujets qu'on va avoir dans Wikipédia, par exemple Donald Trump. Quand on ouvre la page talk de cet article-là, on a tout de suite 50 000 avertissements comme quoi, attention, il y a plein de trolls dans cette discussion, faites gaffe, il y a de la fausse information, etc. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui fait que c'est intéressant. L'autre, c'est que les gens sont très pointilleux. Donc ils vont débattre pendant des heures et des jours sur des détails d'orthographe, de vocabulaire, etc. Donc des fois, ça part aussi un peu en vrille à ce niveau-là. Donc un dataset a été rendu disponible. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné 95 millions de commentaires qui ont été faits dans Talk, faits entre 2001 et 2015. Donc une grosse base de commentaires, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils ont aussi fourni 1 million d'annotations faites par des humains qui ont annoté des commentaires pour dire est-ce qu'ils sont agressifs, toxiques, etc. En gros, est-ce que c'est du troll ou pas. Donc ça fait 10 annotations par commentaire, et donc il y a 100 000 commentaires qui sont annotés de cette façon-là, par des humains. Donc c'est excellent, c'est exactement ce que je recherchais. En plus, c'est d'actualité, enfin, c'est assez pertinent finalement. Donc voici un petit aperçu rapide de ce à quoi ressemble le dataset. Donc en haut, en gros, il consiste en deux tableaux, deux CSV.
En haut, on a la liste des 100 000 commentaires qui sont annotés. Donc la première colonne, c'est un identifiant unique pour le commentaire. La deuxième colonne, c'est le commentaire lui-même. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et ensuite, dans une deuxième table, on a la liste des annotations faites par des humains. Donc première colonne, c'est une référence à un commentaire. Ensuite, on a des scores, donc notamment Toxicity Score, qui nous donne un score entre -2 et 2. -2 étant c'est un gros troll, 2 étant c'est plutôt très constructif même. Donc voilà, là on voit par exemple que les 3 annotations qui sont en bas référencent le premier commentaire, que globalement il a l'air plutôt neutre avec une petite tendance un peu positive parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné un score de 1. Donc voilà, on a 100 000 lignes comme ça, 1 million de lignes comme ça. Ok, super. Donc maintenant que j'ai mon dataset, la prochaine question c'est de définir les attributs du dataset qu'on veut étudier. Donc en gros, c'est les choses qu'on veut, les attributs qu'on va essayer d'utiliser pour identifier des trolls. On appelle ça des features en anglais. Donc en fait, l'algo d'apprentissage va regarder ces attributs, voir quelles sont les valeurs qu'elles prennent en fonction de si la personne est un troll ou pas, et va essayer de se faire une idée de comment les utiliser pour faire de la classification. Je vais expliquer un peu mieux. Donc voilà, en faisant mes recherches, j'ai trouvé, en regardant pas mal de papiers de recherche, des choses comme ça, j'essaie de voir un peu quels sont les attributs qu'on peut vouloir regarder sur les gens qui font des commentaires, etc. Donc il y a le contenu d'un message, c'est le plus évident, plus intuitif. On va regarder caractère par caractère ou mot par mot ce qui se trouve dans un message. Il y a une limite à ça, c'est que c'est spécifique à la langue. Donc si on veut un algo qui sait reconnaître des trolls dans plusieurs langues, il faut un dataset en plusieurs langues aussi. Donc c'est une limitation. Modération, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur a été modéré, est-ce qu'on lui a supprimé des messages, est-ce qu'il a été banni, etc. C'est très intéressant à savoir. Communauté, ça veut dire comment est-ce que les autres gens réagissent aux messages que poste la personne. Donc comme je montrais tout à l'heure, les trolls ont tendance à provoquer des grosses réactions chez les autres, donc c'est intéressant de voir dans le dataset, est-ce que les gens ont réagi au message initial. Ensuite, il y a l'activité, c'est-à-dire est-ce que la personne a tendance à beaucoup commenter, pas beaucoup, sur plein de posts différents, très concentré sur un seul post. Voilà, quel est le comportement un peu de la personne. Et le dernier, c'est le contexte dont j'ai déjà parlé. Donc, quel est le sujet d'origine de l'article de blog ou de la vidéo en question. Si on connaît le sujet d'origine, on peut voir que si un message ne parle pas du tout du sujet, déjà, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu douteux. Donc, l'idéal serait de combiner tous ces attributs-là, parce que plus on a d'attributs comme ça, plus on peut augmenter la précision de l'algorithme. Mais dans un premier temps, j'ai commencé à regarder le premier attribut, qui est assez, on va dire, typique, c'est le contenu d'un message. Donc on va basculer dans un peu de code. Alors je vais juste changer le mode ici pour que je puisse voir ce que vous voyez, sinon ça va être compliqué. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais juste lancer mon petit programme qui met un petit peu de temps à tourner. D'ailleurs, je vais peut-être aller me prendre un café pendant qu'il tourne. Non, je vais plutôt rester. On va le regarder maintenant. Donc c'est un petit programme qui se découpe en 4 étapes principales, c'est du Python. La première étape consiste à parser les données. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est assez zoomé. Donc en fait, j'ai déjà téléchargé les CSV là, que je vous ai montré tout à l'heure. On a un bout de code qui va venir parser ces données, les mettre en forme. Ensuite, on va faire le training, l'apprentissage du modèle. Là, on voit qu'on va faire un petit appel après sur le modèle pour voir comment il réagit à un input. Ensuite, je vais sauvegarder le modèle. Donc cette machine que j'ai appris, que j'ai éduquée, on va dire, on peut la sauvegarder pour la réutiliser plus tard. Après, je vais la recharger et refaire un petit test dessus. Okay, alors, normalement, on voit ça qui tourne derrière. Si j'arrive à faire ça... Voilà, ok. On a un petit peu d'informations sur ce qui se passe en arrière-plan. Donc on va regarder ces 4 méthodes rapidement. Donc la première, c'est le parsing des données. Alors, ce que j'ai compris, en fait, c'est quand on fait du machine learning, beaucoup du temps est passé dans le traitement des données, en fait, dans le pré-processing pour les mettre en place, pour qu'elles aient le bon format, pour qu'on puisse les passer d'une manière standard à l'algo suivant. Donc en fait, là, ce que la méthode va faire, c'est qu'elle va charger les 2 fichiers CSV dont j'ai parlé, elle va les traiter, elle va les nettoyer un peu pour les mettre en place. Notamment, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en sorte que la première dimension du tableau ait la même taille dans les 2 tableaux. Donc aujourd'hui, de base, en fait, on va avoir par exemple 10 annotations sur le même commentaire, et ça va être des lignes séparées. On va merger toutes les annotations qui correspondent à un commentaire en une case dans le tableau, pour que comme ça, en fait, on ait 2 tableaux qui aient les mêmes dimensions, et chaque index correspond à un commentaire d'un côté et ses annotations de l'autre. Okay, donc ça fait un modèle un peu plus simple et facile à passer ensuite aux prochaines étapes. Donc ça met un peu de temps à faire. Ensuite, on voit ici que du coup, je retourne 2 tableaux à la sortie de ce truc-là, un avec les commentaires, un avec les annotations. Et on vérifie que la dimension est bien la même dans la première dimension.
OK, prochaine étape, on va entraîner le modèle. Donc on a les données toutes prêtes. Alors ce que j'ai essayé de faire ici, c'est que moi je voulais trouver l'API la plus haut niveau possible de machine learning pour faire cet exercice. En fait, je voulais pas me noyer dans la théorie, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a pas mal de frameworks aujourd'hui qui sont assez haut niveau. Donc là, j'utilise un framework qui s'appelle scikit-learn. Il y en a d'autres comme Keras, avec lesquels j'ai joué un peu, mais bon, pour cet exercice-là, j'utilise scikit-learn. Donc c'est des API haut niveau qui vont me permettre de faire du processing sur les données. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que fait ce petit code-là. On va créer un objet qui s'appelle une pipeline, et ensuite on va appliquer 3 transformations. On va déclarer 3 transformations qui vont se faire dans cette pipeline de manière progressive sur les données. Donc voilà, une pipeline, c'est une chaîne. On va déclarer le premier traitement dans la chaîne, qui est un count vectorizer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est tokeniser tous les mots d'un message et compter les occurrences. Donc en fait, on va passer d'un bout de texte avec un commentaire à un tableau dans lequel chaque indice du tableau correspond à un mot qui existe dans le message d'origine, et le chiffre qui est stocké dans l'indice correspond au nombre de fois que le mot apparaît dans le message. Donc c'est un peu la même chose que le message d'origine, mais on perd un peu l'information sur l'ordre des mots, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'un peu plus standard sur lequel on peut travailler. De toute façon, quand on fait du machine learning, on ne peut pas passer du texte, il faut tout transformer en chiffres et en indices, quoi. Ok, donc à la sortie de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une transformation qui s'appelle TF-IDF. Donc en fait, le principe ici, c'est que dans un grand dataset, dans tous les commentaires Wikipédia, il y a certains mots qui sont très très fréquents. Et en fait, on veut pas, quand plus tard on va comparer les messages entre eux, on ne veut pas que les mots très fréquents jouent trop dans le fait de rapprocher deux messages, en fait. Puisque si on garde ces mots-là, en fait, tous les messages vont avoir l'air similaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on inverse on fait une pondération inverse par rapport à la fréquence du mot dans le corpus du texte. Donc voilà, c'est un petit ajustement, mais qui n'est pas important et qui est typiquement utilisé quand on fait du traitement comme ça sur du texte. Dernière étape, c'est la régression logistique. Donc ça, c'est une fonction qui prend en entrée une valeur. Donc là, ça sera un message qui a été transformé par les étapes d'avant. Et ensuite, elle va retourner la probabilité que le message, c'est un troll ou pas un troll, en gros. Donc cette fonction, elle utilise des variables qu'on appelle bias en anglais. Je n'ai pas trouvé le mot français encore. Et les biais, bon ben voilà, c'est très bien. Le but de cette phase-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà le résultat. On sait déjà si tel message, c'est un troll. On le sait. Donc l'algo, lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de trouver les bonnes valeurs pour ces biais qui sont dans cette formule, pour trouver un bon mapping depuis un bout de texte vers en fait l'étiquette correspondante troll ou pas troll. Donc voilà, c'est là qu'on va vraiment apprendre au modèle à reconnaître les données. Donc plus tard, en fait, après avoir fait cette chaîne, on va pouvoir appeler notre classifieur là, qui s'appelle CLF, et lui demander de prévoir en fonction du message, est-ce que c'est un troll ou pas. Okay, ensuite, on a quelques paramètres qui sont intéressants aussi. Il y a un paramètre ici qui est intéressant. Plutôt que de regarder juste mot par mot ce qui apparaît dans un texte, on va aussi combiner les mots ensemble pour faire des bouts de texte un peu plus longs. Une raison pour laquelle on va faire ça, c'est que, par exemple, si quelqu'un tape « you bastard » en faisant une faute comme ça et que dans un autre message c'est bien écrit, si on regarde juste mot par mot, on va pas trouver de similarité entre ces deux mots-là. Donc c'est un peu un manque de précision. Donc en regardant des chaînes plus grandes, on va pouvoir améliorer la reconnaissance. En gros, ok, et super. Maintenant qu'on a défini cet enchaînement de transformation, on va l'invoquer. Donc c'est la méthode fit ici. On passe les données les textes et les étiquettes, et on va demander au modèle du coup d'apprendre à reconnaître et à travailler sur les biais dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc on a regardé un peu en gros l'algo, les principales parties de l'algo. Si on regarde un peu la sortie là, maintenant que c'est passé, donc voilà, on a traité les données, on a trainé le modèle, on a fait une prédiction, on a passé le texte you bastard et il a retourné 1 pour dire oui, ça je pense que c'est un troll. Je l'ai sauvegardé, je l'ai rechargé, j'ai fait une prédiction pour I love you et il a dit 0, ça c'est pas un troll. Okay, donc si je regarde un peu ce que j'ai ici maintenant, si j'ai un dossier qui s'appelle TMP models, et là en fait j'ai mon modèle que j'ai créé, que j'ai sauvegardé. Donc c'est un objet Python sérialisé qui contient voilà, le résultat de cet apprentissage, que je vais pouvoir plus tard charger et utiliser. Donc justement, par rapport à charger et utiliser, mon but dans tout ça, c'est pas juste d'avoir un modèle comme ça qui squatte, c'est de l'invoquer, de l'utiliser, de faire des trucs marrants avec. Donc je me suis dit, assez naturellement, ce que j'ai envie de faire, en plus je travaille chez Reslet, on fait des API web, je vais faire une API web. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme un bon designer d'API, j'ai commencé par documenter mon API par concevoir son contrat.
Donc là, j'ai ouvert RESTlet Studio, notre outil qu'on utilise justement pour faire du design d'API. Donc je vais vous montrer un peu cette petite API que j'ai décrite. Si vous êtes sur votre machine ou quelque chose, vous pouvez ouvrir cette URL ou le faire plus tard, troll.restlet.io, et puis vous pourrez jouer avec aussi. Donc voilà, on a une petite définition. Apparemment, j'utilise des media types qui sont JSON, très bien. J'ai des endpoints, donc je l'ai déployé sur Heroku. Bon, j'ai un endpoint en local aussi. Et ensuite, j'ai une opération qui s'appelle getToxicityLevel. Donc on voit que j'ai une méthode get. Alors je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux ici, même si ça ne fera pas forcément joli. J'ai une méthode get sur une ressource qui s'appelle moderate. Et apparemment, ça va vérifier si un message contient un troll ou pas. Voilà, donc j'ai un paramètre de query qui s'appelle message, et on me dit, bah, ça c'est le message à passer, à vérifier pour voir si c'est un troll ou pas. Donc j'ai des exemples, super. Bon, le header accept, très bien. Et ensuite j'ai des réponses. Donc la réponse 200 me renvoie dans son body quelque chose qui va m'indiquer, voilà, si j'ai un score de 1, ça veut dire que le message est toxique. Si j'ai un score de 0, ça veut dire que le message n'est pas toxique. Bon, c'est assez simple. Excellent. Donc, bah, ah tiens, je vois aussi que j'ai deux types de body différents, donc je peux faire de la négociation de contenu, soit demander le truc en JSON, soit en image. Et apparemment, on me retourne une image qui illustre la toxicité du message. D'accord. Donc, ce que je vais faire maintenant, parce que je l'ai déjà implémenté, cette API, mais on va regarder le code juste après, je vais aller l'invoquer. Donc, je vais ouvrir Client, c'est notre outil de test d'API qu'on fait. Donc, ça va m'ouvrir une requête toute préconfigurée, en fait. Donc là, j'ai déjà mon domaine qui est en place, j'ai ma ressource. Très bien, je suis sur la méthode get. J'ai un message ici que je vais passer en paramètre de query, c'est Hi, I am trolling you. Très bien, donc je vais choisir mon media type, je vais rester en image pour l'instant. Je vais l'appeler. Alors, je pense que des fois, Heroku met un petit moment à relancer l'instance, donc ça peut mettre jusqu'à 10 secondes, mais ça devrait passer. Suspense. Je ne l'ai pas programmé, c'est pas du suspense intentionnel, mais c'est... Ah, cool, ok, super. Donc il me retourne, oh, une licorne, super. Donc en fait, j'ai passé un message, Hi, I am trolling you, et il a dit que c'était une licorne. Donc je pense que ça veut dire que c'est pas un troll. Si je rajoute Hi, I am trolling you, you bastard, par exemple. Ok, là je vais l'envoyer. Ah, j'ai une tête de troll, ok, super. Donc là, il a reconnu que ça, c'était plutôt un troll. Alors, juste un petit truc marrant à vous montrer pour que vous voyez un peu des fois les limitations que peuvent avoir ces approches. Je vais enlever le you devant bastard. J'ai testé ça tout à l'heure. Je vais refaire l'envoi. Il m'envoie une licorne. Ok. Donc si je dis pas you, ça passe, mais si tu dis you, c'est bon. Pardon? Oui, c'est vrai. Donc on peut imaginer que ça aurait dû marcher peut-être, mais on peut en parler après. Donc après, voilà, je peux aussi envoyer du JSON, et là ça va me retourner mon résultat sous la forme de 1, 0 ou 1, 1. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire joujou rapidement avec cette API-là, je la laisserai en ligne un petit moment. Donc je vais vite fait vous montrer le code derrière qui correspond à l'API que j'ai faite. C'est assez simple. Après, je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai utilisé dans tout ça. Donc c'est du Python 1, le machine learning, typiquement. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on en voit de plus en plus. Donc j'ai cherché le truc le plus simple pour faire une API en Python. Je suis tombé sur Falcon, c'est plutôt sympa. J'importe JSON pour pouvoir faire mes sérialisations. Là, j'importe une méthode qui va me permettre de charger mon modèle de learning que j'ai envie d'utiliser. Donc on va regarder un peu le code ici. Donc je commence par le bas parce que c'est là que ça s'exécute en premier. Premier truc que je fais, c'est que je charge le modèle que j'ai sauvegardé tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc c'est important, hein, c'est ce truc-là que je veux mettre dans mon API. Je lance l'API, j'ajoute une ressource /moderate pour la modération. Donc c'est cette classe-là. Et je déclare que sur la méthode get, je vais calculer un score. Donc j'appelle mon modèle, mon classifieur, j'appelle la méthode predict, et je lui passe en paramètre un argument qui correspond à la valeur du paramètre de query message, qui contient Hi, I'm trolling you, etc. Donc ensuite, voilà, en fonction de si j'ai demandé une image ou pas, je vais retourner un résultat différent. Voilà, donc c'est très, très, très simple, très léger, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, je vais juste rebasculer en mode classique. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, petit récapitulatif, donc, cette API, je l'ai documentée sur troll.restlet.io. J'ai utilisé Studio pour designer le contrat de l'API, le documenter. Client pour faire des appels. Le backend, c'était en Python avec Falcon et Heroku pour le déploiement.
et j'ai utilisé scikit-learn, c'est la bibliothèque de machine learning que j'ai utilisée dans ce cas-là. J'ai pas dit un truc aussi qui est quand même très important, c'est que le code de machine learning, il est un peu pompé sur un repo GitHub, mais je vous en parlerai à la fin parce qu'il est très très intéressant. Ok. Bon, je suis assez content de mon résultat, mais je pense qu'on pourrait quand même pousser l'exercice un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on a remarqué qu'il y a des limitations à l'API en fonction de si je passe bastard ou ubastard. Voilà, elle n'est pas très intelligente. Et pour l'instant, je regarde uniquement le contenu du message, hein. C'est le seul attribut que j'ai pris en compte pour l'instant. Et ça présente une limite, et je pense qu'elle est liée d'une certaine manière à la loi de Poe. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. C'est une loi qui stipule que sur Internet, sans indication claire de l'intention de l'auteur d'un écrit, il est difficile ou impossible de faire la différence entre un propos réellement outrancier et une exagération volontaire à des fins de parodie. Donc grosso modo, ça veut dire que c'est difficile de détecter le sarcasme juste dans un bout de texte, en fait. Et c'est la même chose pour les humains, ça ne s'applique pas que aux machines. Donc c'est une limitation. Voilà, si j'envoie une insulte à quelqu'un avec un smiley à côté, ça n'a peut-être pas le même sens que si j'ai pas le smiley. Donc bon, après on peut apprendre à une machine à reconnaître les smileys, mais voilà, il y a des limitations autour de ça. Donc tout à l'heure, j'ai cité d'autres attributs des datasets qu'on pourrait utiliser aussi, au-delà de juste du message finalement, le contenu du message. Donc je me suis un peu amusé à imaginer à quoi ressemblerait l'API cible qui permettrait de prendre en compte tous les attributs dont je parlais. Donc ça veut dire envoyer pas seulement le contenu des messages, mais aussi le contexte de l'article, ou dans le cas de Wikipédia de l'article, le comportement des personnes, est-ce qu'ils ont été bannis ou pas, etc. Voilà, donc moi j'aimerais bien faire évoluer cette API pour avoir une partie de l'API qui me permet de soumettre toutes les données, donc le contenu des messages, le comportement des gens, etc. Et une note peut-être qui te notifie quand on considère que l'utilisateur est passé dans la classe troll. Voilà, j'aimerais bien aussi explorer un paramètre qui permettrait d'ajuster la sensibilité de l'algo, le threshold. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la machine qui décide à un moment, bah, lui, je le passe dans la catégorie troll ou pas. Et en fait, en fonction d'où on met ce curseur, l'algo va faire plus ou moins de fausses positives. Donc si le curseur est très haut, tous les gens qui seront tagués comme troll le seront quasiment certainement, mais il y en a plein qui seront pas classifiés, qui passeront à côté. Si je baisse le threshold trop bas, il y a plein de gens qui vont être classifiés comme étant des trolls, alors qu'il y en a qui ne le sont pas. Donc il y a tout un jeu, en fait, si on lit un peu sur le machine learning, à trouver le bon équilibre. Donc ça, c'est un truc aussi à explorer. Et il y a des benchmarks qui permettent un peu d'évaluer justement la précision d'un algo en faisant ça. Voilà, donc je me suis bien amusé à explorer cette application du machine learning. J'ai encore du chemin à faire, hein, encore des attributs à prendre en compte dans l'algo de learning et dans l'API. Et de toute façon, de manière générale, c'est clairement un problème assez complexe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il réside surtout, je dirais, dans le monde de la recherche. Donc si vous voulez de l'info, il faut aller taper dans un peu d'articles de recherche. Mais bon, c'est très intéressant. Par contre, cette année, on commence à voir émerger des projets expérimentaux un peu plus pratiques. Notamment, Google a annoncé fin février, donc d'ailleurs juste après que je soumette ce talk à Devoxx, qu'ils allaient faire une bêta privée de la Perspective API. Je trouve qu'ils ont trouvé un nom plutôt sympa. Donc justement, c'est une API qui donne accès à des modèles de machine learning. On leur passe un message et il nous dit si c'est toxique ou pas. Pour l'instant, d'après ce que j'ai entendu dire, parce que je n'ai pas encore accès à l'API, mais apparemment elle n'est pas encore très précise, un peu comme la mienne finalement. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Ils ont une petite roadmap et la doc de l'API est publique aussi. Et ils disent que le prochain truc qu'ils vont ajouter, c'est le contexte du message, donc l'article originel ou un truc comme ça. Donc on voit qu'ils commencent à prendre ces facteurs-là en compte. Voilà, donc quelques petites références. Donc le premier, c'est vraiment le plus important, c'est le repo GitHub sur lequel je me suis basé pour faire mon machine learning. Donc j'ai testé d'autres choses, mais c'était vraiment pratique parce qu'il te permet d'aller choper les données sur Wikipédia, de les traiter, etc. Donc j'ai bien joué avec ça. Donc ça, en fait, c'est fait par des personnes, il me semble, alors je crois que c'est Stanford et aussi de Google. Donc en fait, je soupçonne que c'est probablement le même code qui tourne sur la vraie API de Google. Donc je suis vraiment peut-être pas si loin en fait de ce qu'ils ont fait dans cette démo. Recode Decode, c'est des podcasts. J'ai parlé d'interviews avec Steve Hoffman et Ashton Kutcher. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans la Silicon Valley, etc., c'est hyper intéressant. Je vous invite à écouter ça pendant que vous faites la vaisselle ou je sais pas quoi. Moi, c'est ce que je fais. Adam Neely, c'est la super chaîne YouTube sur la musique. Pour ceux qui sont intéressés, il explore plein de concepts musicaux différents. Il se fait un peu troller, malheureusement.
et des papiers de recherche. Donc c'est ces deux papiers-là qui décrivent les datasets dont je vous ai parlé. Il y en a plein d'autres, enfin pas tant que ça finalement, mais il y en a d'autres. Il y a des datasets, des études sur Twitter et autres qui sont assez intéressants aussi. Voilà, donc moi ma boîte c'est Restlet. J'y travaille en tant que product manager. On fait des outils pour les équipes qui travaillent sur les API. Donc pendant ce talk, vous avez vu passer de l'API, la documentation faite avec Studio, des requêtes passées depuis client. J'en profite pour dire qu'on a un coupon pour les participants de Devoxx qui donne 10% de réduction sur les 6 premiers mois d'abonnement si jamais ça vous intéresse. Le code c'est DevoxxFR 2017. Voilà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux.